Bonsoir à tous, bienvenue sur Public Sénat. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'On va plus loin. C'est la dernière de la saison, donc nous bouleversons un petit peu le programme. Grand débat consacré aux événements marquants de l'année, choisis par nos invités eux-mêmes. Mais on ne pouvait pas évidemment passer à côté de la polémique du jour révélée par nos confrères du Monde. On l'appelle déjà l'affaire Benalla. C'est le nom du conseiller sécurité d'Emmanuel Macron, filmé en train de frapper un manifestant le 1er mai dernier, portant un casque et un brassard de policier. Avalanche de réactions et de condamnations. Le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire. Plus les heures passent, plus les zones d'ombre s'accumulent autour de l'homme, de sa fonction et de son statut dans l'équipe Macron. Cette affaire peut-elle virer au scandale d'État? Nous poserons la question à nos invités. Ne manquez pas de réagir sur Twitter avec le hashtag OVPL. Notre match des idées, il opposera ce soir Arnaud Benedetti à Jacky Isabello. Nous reviendrons sur la communication d'Emmanuel Macron depuis un an. Il ne voulait pas de présidence bavarde. Sa parole était rare. Elle est maintenant quasi quotidienne, sauf aujourd'hui dans l'affaire Benalla. Silence radio et ça ne passe pas inaperçu. Y a-t-il encore une logique dans la communication de l'Élysée? Quelle est la part d'improvisation? Nous en débattrons avec nos spécialistes. L'entretien du jour, nous recevons Cédric Gras. Il est l'un des écrivains voyageurs les plus brillants de sa génération. Dans son dernier livre, Saison de voyage, il nous livre une réflexion sur le voyage du 21e siècle. À l'ère du numérique et du GPS, le dépaysement est-il encore possible? Notre invité, un brin nostalgique, a sa réponse à cette question. Mais d'abord, cette affaire Benalla, du nom d'Alexandre Benalla, chargé de mission de sécurité à l'Élysée. Les vidéos sont accablantes. L'homme frappe des manifestants du 1er mai avec un brassard et un casque de police. Et ce n'était pas la première fois qu'il employait des méthodes musclées, puisque l'un de nos journalistes en a fait les frais il y a un tout petit peu plus d'un an. Quentin Calmet. Sur ces images qui interpellent et qui choquent depuis hier soir, un proche collaborateur d'Emmanuel Macron, chargé de mission à l'Élysée. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! L'homme, identifié comme étant Alexandre Benalla, s'en prend violemment à un manifestant le jour du 1er mai. Une vidéo qui pose de multiples questions. Pourquoi cet homme était-il équipé d'un casque et d'un brassard de police? A-t-il été autorisé à se rendre à cette manifestation? Enfin, il est quand même très étonnant que quelqu'un travaillant à l'Élysée, assez proche du président de la République, se soit retrouvé dans cette situation-là. La question, qu'est-ce qu'il faisait sur le terrain? En quelle qualité est-ce qu'il y était? Face au tollé provoqué par cette vidéo, c'est le porte-parole de la présidence qui a fait une déclaration ce matin à l'Élysée. Il a été mis à pied pendant 15 jours avec suspension de salaire. Il a été démis de ses fonctions en matière d'organisation de la sécurité des déplacements du président. Une déclaration bien insuffisante pour les parlementaires. Depuis la révélation de l'identité de cet homme par le journal Le Monde, certains demandent des comptes à l'exécutif. La moindre des choses, ce serait que le Sénat, le Parlement, et le Sénat en particulier, puissent auditionner le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice, puisqu'on nous a visiblement caché des choses graves. Ce matin, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête pour chef de violence par personne chargée d'une mission de service public, également pour usurpation d'identité et usurpation de signes réservés à l'autorité publique. Je pense que la première des choses, c'est que la justice établisse les faits. Deuxièmement, je pense quand même que le Parlement doit dire haut et fort au président de la République que la République exemplaire qu'il prône est totalement contradictoire avec cette affaire. Alexandre Benalla, un personnage qui s'était signalé il y a plus d'un an, le 4 mars 2017, lors d'un meeting du candidat En Marche à Caen. Il s'était permis de ceinturer et d'évacuer un journaliste de la rédaction de Public Sénat après avoir arraché son accréditation presse. Des faits qui auraient dû déjà alerter l'entourage d'Emmanuel Macron. Avec nous pour aller plus loin ce soir, des habitués d'OVPL qu'on est ravis d'accueillir pour la dernière de la saison. Alexia Germont, bonsoir, fondatrice et présidente du think tank France Audacieuse. Bruno Cotrez, bonsoir, politologue et chercheur au CEVIPOF. Emmanuel Rivière, bonsoir, politologue, directeur général de l'Institut Cantar Public. Et Yves Deray, bonsoir, rédacteur en chef du Parisien Week-end. Avant d'aborder vos thèmes respectifs, on va effectivement réagir à cette affaire Benalla qui s'emballe. Un syndicat de police porte plainte pour usurpation de fonction. Gérard Collomb a annoncé qu'il avait saisi l'IGPN. Édouard Philippe s'est également exprimé sur l'affaire tout à l'heure au Sénat. L'affaire, elle est désormais aux mains de la justice. Et c'est très bien ainsi. Elle est désormais aux mains de la justice. Et c'est très bien ainsi. Un certain nombre
un certain nombre de questions ne manqueront pas d'être posées. Nous souhaitons tous que cette enquête permette de déterminer les faits précis, les raisons claires, l'enchaînement des décisions qui ont été prises sur ce sujet. Je vous remercie. Alexia Germont, c'est l'affaire du jour, peut-être même de l'année. Est-ce qu'on va vers un scandale d'État? Comment vous voyez cette affaire? En tout cas, ce n'est ni une simple erreur politique, ni même une maladresse politique. Je crois qu'on peut parler d'une quasi-bavure politique. C'est très... Il y a plein de questions autour de ce sujet-là. Qu'est-ce qu'il faisait sur place? La façon dont ça a été traité? L'adéquation des sanctions qui ont été prises? Même si c'était une mise à pied avec non-paiement du salaire pendant 15 jours, il reste que cette personne, même si c'était précisé d'ailleurs, dernier avertissement avant licenciement, il reste que cette personne reste dans l'entourage du chef de l'État au sein de l'Élysée. Après, on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron d'être, en tout cas, on ne peut pas le rendre comptable de l'ensemble des comportements des gens autour de lui. En revanche, on peut le rendre comptable de la façon dont il traite le sujet une fois que ça lui est remonté. Voilà, donc pour moi, c'est une affaire très sérieuse, effectivement. Bruno Cotresse, une affaire très sérieuse? Oui, c'est clairement une affaire extrêmement sérieuse. Le Premier ministre, d'ailleurs, au fond, il dit tout dans la déclaration qu'il vient de faire au Sénat. Il dit désormais, c'est aux mains de la justice, et il appuie sur le désormais. C'est justement ça un peu le problème, c'est désormais, effectivement. Et ce qui va remonter progressivement, c'est comment se fait-il que ça ne soit connu qu'aujourd'hui, alors que les faits datent du 1er mai, quel a été l'enchaînement effectivement de décisions qui ont conduit une personne à avoir un brassard de la police nationale autour du bras, ce qui n'est quand même pas rien. On se doute que ce brassard, il ne l'a pas acheté au supermarché du coin, donc quelqu'un lui a donné. Donc ça pose évidemment toutes ces questions. Et bien sûr, il y a en toile de fond cette fameuse obligation de toute personne qui est détentrice de l'autorité publique ou qui est un simple fonctionnaire, mais je suis fonctionnaire, ça s'applique tout à fait à l'ensemble des fonctionnaires, qui est normalement l'obligation de porter à la connaissance des autorités judiciaires tout comportement criminel ou délictueux dont un fonctionnaire ou un dépositaire de l'autorité publique a connaissance. Emmanuel Rivière, c'est trop fort de parler de potentiel scandale d'État? C'est pas une affaire gravissime, c'est pas, il y a pas un scandale sanitaire, il n'y a pas des détournements de fonds, il n'y a pas une espèce de collusion avec une puissance étrangère, mais il y a une accumulation de faits qui tous sont graves et qui touchent tous une dimension particulière qui correspondait plutôt aux atouts d'Emmanuel Macron. À savoir rompre avec des pratiques politiques du passé. Vous avez compris le lapsus que vous failliez commettre. Une espèce de barbouzerie dans l'entourage des chefs d'État. On pensait que c'était du XXe siècle. La notion de respect de l'ordre républicain, qui est très souvent présent dans la bouche du président de la République. On fait facilement aujourd'hui la comparaison avec la manière dont il avait repris un jeune qui avait osé l'appeler Manu. Là, ça fait un peu désordre. Puis il y a la question de la maîtrise. Tout ça ne semble pas maîtrisé. Le sentiment d'impunité aussi, ça c'est très important pour les Français. L'idée qu'on puisse avoir commis une grave erreur et hop, par un tour de passe-passe, on dit « Oh, il est plus là, mais enfin, il est quand même dans le bus des joueurs de l'équipe de France, là où tout le monde rêverait d'être, donc il est encore là. » Et puis, moi, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que la communication ce matin donnait vraiment le sentiment que la mesure n'était pas prise. Peut-être parce qu'on a pensé, comme je disais au départ, que c'était pas si grave que ça, mais sauf que, voilà, c'est le sujet du jour dans les médias, c'est le sujet du jour dans les médias. Et pour quelques jours, hein, je pense. Probablement pour quelques jours. Yves Deray. Ah oui, au moins quelques jours. Je pense même que ça va quand même traîner un peu cette affaire parce que beaucoup de questions se posent. Moi, je suis aussi surpris pour avoir souvent loué les qualités de DRH de Emmanuel Macron et même à ce micro, cette fois du recrutement de ce personnage qui quand même n'est pas à son coup d'essai puisque lorsqu'il était chauffeur d'Arnaud Montebourg, il a eu un accident, il a commis un délit de fuite, il a été viré par Montebourg au bout d'une semaine. Et je le rappelle, juste pour nos téléspectateurs, pendant la campagne, il s'en est pris à un de nos journalistes. Pendant la campagne, vous l'avez rappelé par votre sujet, il s'en est pris de manière aussi violente à un journaliste, sans raison apparente, enfin, je veux dire, évidemment, sans raison apparente, j'ai envie de dire. Et là encore, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé, qui est ce manifestant et pourquoi il s'en prend si violemment, mais
ce personnage dont j'ignorais le nom et l'existence jusqu'à alors, comme tout le monde, comme beaucoup de gens je pense, mais qui avait quand même une fonction dans l'organigramme puisqu'il est quand même chef adjoint de cabinet. C'est pas un titre très élevé. Mais qui n'apparaîtrait pas dans l'organigramme officiel d'après Le Monde. Hein. Oui, mais enfin, il n'empêche quand même qu'il a ce titre-là et que le chef de cabinet, c'est quand même celui qui, en général, se charge de l'agenda du président, est très proche du président. C'est beaucoup de choses, même de la vie personnelle du président, puisque souvent le chef de cabinet s'occupe parfois d'affaires un peu privées du président. Donc le chef adjoint, d'abord, il n'a, me semble-t-il, pas toujours eu dans les précédentes mandatures avec d'autres présidents. Et alors ce rôle lié en particulier à la sécurité, avec ce personnage qui a fait tout son parcours au Parti socialiste, qui a été proche même de François Hollande, qui était au PS, etc. Ce personnage paraît particulièrement trouble, et je suis très surpris pour ma part que Emmanuel Macron, qui est souvent très prudent quand il recrute, et qui avait d'ailleurs, je crois, pris des précautions avec certains ministres, certains malheureusement, pour vérifier un peu dans des affaires, mais enfin là, je trouve qu'il y a une imprudence totale à mettre au cœur de la maison, au cœur de la machine, au cœur du réacteur, un tel personnage. Et on y reviendra évidemment je suis un peu sous le choc. Dans notre match des idées sur le plan de la communication, justement, la communication présidentielle sur cette affaire qui pose aussi des questions. Et c'est une affaire qui intervient alors que le chef de l'État n'est pas au mieux dans les sondages. Pire, les mots des Français sont très durs. C'est le thème que vous avez choisi, Bruno Cotresse. Vous avez constaté au Cevipof que l'étiquette de président des riches était collée et bien collée. Oui, moi, ce qui me frappe, au fond, au cours des derniers mois, on voit bien qu'Emmanuel Macron n'est pas dans la même position que ses prédécesseurs du point de vue des logiques et de la temporalité de sa popularité ou de son impopularité. Bien sûr, il rencontre cette fameuse malédiction de l'impopularité qui caractérise tous les présidents et tous les exécutifs, même en Europe de manière générale. Il est en train de rentrer dans cette logique où il y a des mécontentements qui s'expriment. Mais ce qui m'a beaucoup surpris depuis quelques mois, c'est que les Français qui s'opposent à Emmanuel Macron, eh bien, ils emploient des mots, une terminologie, un répertoire de vocabulaire qui est de plus en plus négatif, de plus en plus dur. Et il y a une sorte d'asymétrie entre les opinions positives et les opinions négatives. Les opinions positives sont toujours fortes. Emmanuel Macron a toujours l'image à la fois de quelqu'un qui va au bout de son programme, qui a un vrai projet, qui défend ses idées avec beaucoup de passion, avec beaucoup de volonté. Les Français le créditent de son image aussi internationale de président de la République qui fait président, ça c'est incontestable. Par contre, les mots qui sont posés par ceux qui ont une opinion négative sur Emmanuel Macron, c'est effectivement à la fois le côté méprisant, hautain, arrogant, pas à l'écoute, et puis cette image de président des riches qui, je crois, lui est maintenant assez fortement collée et dont je ne vois pas très très bien comment il va s'en départir. On voit que cette image de président des riches va de plus en plus, et elle est associée aussi à l'image d'un président qui est méprisant, qui est hautain, qui n'écoute pas au fond que ceux qui s'opposent à lui. Ça veut dire que peut-être les éléments de langage de l'opposition ont fini par faire mouche, Alexia Germain ? Oui, je crois qu'il paye aussi la confrontation avec la réalité, tout simplement, au bout d'un certain temps. D'abord, les Français sont bien loin aujourd'hui d'avoir renoué avec la politique. Ce n'est pas l'élection d'Emmanuel Macron qui aura effacé cela, et souvent on a tendance à faire un saut un peu trop rapide, à mon avis, dans la présentation des choses. Ensuite, je crois que les Français attendent véritablement des résultats concrets, comme toujours, comme à chaque mandature, sur 3 grands sujets. Sur le pouvoir d'achat, sur la croissance et sur l'emploi. Or, sur ces 3 sujets, pour l'instant, on a le front de l'emploi qui stagne, la croissance qui, bien qu'ayant remonté, se tassera un petit peu. Et sur le pouvoir d'achat, on voit bien qu'il y a sa rue dans les brancards à juste titre. Et en parallèle, alors je rajouterais quand même que sur le président des riches, il y a également l'étiquette peut-être de président des villes aussi, qui va de pair, mais qui est quand même assez fortement marqué, des métropoles. Et dernier point, le boomerang, ce que j'appelle le boomerang du en même temps, c'est-à-dire la déception. La déception de l'aile droite de l'électorat et la déception de l'aile gauche. Sur l'aile droite, vous avez une déception quand même sur les 80 km/h, on en a beaucoup parlé. Non, alors j'aurais pas mis ça là-dedans. Non. J'aurais mis sur la baisse, sur la non-baisse des dépenses publiques aujourd'hui où on est quasiment nulle part. Je pense que ça c'est un vrai sujet. Vrai sujet également qui est la politique migratoire avec une loi asile et immigration qui n'a contenté personne. C'était en février ou mars si on se souvient bien. Donc ça, ce sont 2 pôles qui en plus donne aujourd'hui le sentiment, avec le retour de sujets sociaux
sociétaux sur lesquels l'électorat de droite ne sait plus trop comment se préparer. Et puis l'électorat de gauche, on voit bien effectivement sur la partie sociétale. Et je rajouterais peut-être sur la laïcité, où il y a des attentes. Il est attendu au tournant et ça tarde aussi un petit peu. C'est même parfois chez des électeurs qui ont voté pour lui dès le premier tour. Des électeurs qui étaient de la famille de la gauche, on va dire, qui ont voté pour lui au premier tour. C'est encore plus fort chez les électeurs qui l'ont rejoint au second tour, ça c'est très clair. Et on voit qu'en parallèle de tout ça, il y a aussi les évolutions internes de la gauche. C'est-à-dire c'est beaucoup du côté de l'électorat de la France insoumise que cette opposition est la plus nette et la plus dure. Du côté de l'électorat de centre-gauche, qui a été socialiste, on va dire, les choses quand même aussi sont en train de bouger. Il est en train aussi de décevoir cette partie de l'électorat, mais c'est moins dur que du côté de l'électorat de la France insoumise. Est-ce qu'il ne peut pas inverser la tendance? On attend son plan pauvreté, on attend une phase plus sociale de ce quinquennat, on attend un plan santé. Est-ce qu'il peut sortir de cette étiquette président des riches, Yves de Rais? Il a 4 ans. Moi, je pense sincèrement qu'il est dans son propre agenda. Il est dans son calendrier. Il n'avait, au sortir de la présidentielle, il n'a quasiment plus d'opposition, ni de droite, ni vraiment de gauche, ou en tout cas d'une gauche qui n'est pas une gauche de gouvernement, donc pas très crédible. Le Front National est dans un piètre état, et donc je pense que dans son timing, et ce que je m'a un peu confié dans son entourage aussi, c'est qu'ils se sont dit c'est le moment de faire au fond tout ce qui est impopulaire, mais qui va permettre de relancer le pays. Et la catégorie qui est satisfaite, puisqu'on n'a pas tous les insatisfaits, c'est quand même plutôt le monde de l'entreprise, c'est le monde des start-upers, c'est le monde des gens qui vont faire que la croissance va repartir et qui peuvent éventuellement relancer cette question de l'emploi qui est majeure. Ceux-là sont plutôt satisfaits, se félicitent quand même plutôt de la présidence Macron. Évidemment, pour décoller cette étiquette de président des riches, il va falloir qu'il y ait à un moment donné un acte 2 du quinquennat. Et je pense que, comme c'est quelqu'un qui est assez prévoyant, calculateur, et qui est un peu le maître des horloges, il sait à quel moment il va basculer et commencer à reconquérir cet électorat de gauche qui s'est reporté aussi sur lui et qui l'a fait élire. Et pour certains, ils ont cru qu'enfin on avait quelqu'un qui allait faire la synthèse entre, en gros, ce qu'il y a de meilleur de la droite et le meilleur de la gauche. Le temps presse, il faut qu'on continue de revenir sur les faits marquants de l'année. Emmanuel Rivière, vous avez eu envie de nous parler de la recomposition du paysage politique. C'est pas, ça a un petit lien quand même avec ce qu'on vient de dire. De nouveaux patrons de partis historiques et un nouveau nom pour un autre parti historique. Tout cela, il faut bien le dire, dans une indifférence relative. Quand on part de si loin, quand il y a tant à faire, à refaire, quand il faut tout changer, tout reconstruire, on a besoin de toutes les énergies et de toutes les forces pour réussir. Vous avez envoyé un message qui est un message sans ambiguïté. Oui, ce soir, nous pouvons dire la droite est de retour. Le non-Rassemblement national que je vous ai proposé ne correspond pas seulement à la stratégie du mouvement national qui est aujourd'hui de s'ouvrir, d'accueillir en son sein et à ses côtés de nouveaux talents. Mais il sonne aussi comme un cri de ralliement. Emmanuel Rivière, une année post-présidentielle avec énormément de changements dans le paysage politique et finalement, ça intéresse peu et on le voit peu. Oui, et peut-être parce que ça ne fait plus sens pour les Français. C'est surtout ça qui est frappant et qui a marqué cette année politique. Les deux principaux partis qui marquaient l'alternance au cours des dernières décennies ont changé de patron. On ne peut pas dire que ce soit totalement anodin. C'est-à-dire que ce n'était pas juste un remplacement technique. La ligne de Laurent Wauquiez, elle a été très vite lue comme une ligne plus droitière. Voilà, plutôt inspirée par la droite populaire. La ligne d'Olivier Faure apparaissait plus à gauche que la ligne incarnée précédément par notamment Jean-Christophe Cambadélis. Et pourtant, on a l'impression que ce sont des non-événements politiques, alors que ça ne devrait pas. Ça ne devrait pas parce que l'émergence d'En Marche et l'élection d'Emmanuel Macron a de toute évidence bouleversé le paysage politique. Et donc, de proche en proche, il devrait se reconstruire des choses, soit autour de ces partis-là, soit autour de nouveaux partis. Sauf qu'il ne se reconstruit pas grand-chose. Il ne se reconstruit pas grand-chose. Et en fait, ce qu'on constate dans nos enquêtes, notamment notre baromètre pour le Figaro Magazine, qui a un peu 40 ans d'âge, c'est que ce qui est la tendance émergente, c'est le nombre de gens qui disent ne plus se reconnaître dans aucun parti politique. Et, y compris En Marche pâtit de cela. C'est 34% dans notre dernier baromètre. Alors que c'était un étiage qui oscillait entre 20
et 25 et quelques les mauvaises années. Là, il y a une tendance croissante. Et donc ça, c'est derrière cette peine que l'on constate chez les partis politiques, y compris d'ailleurs le Rassemblement national, où là encore, on devrait être sur quelque chose qui soit un bouleversement majeur. Le parti d'extrême droite qui tend la main, qui crée les conditions possibles pour des alliances, et là, à nouveau, il ne se passe rien. La France insoumise qui s'en tire pas si mal que ça, mais qui quand même aussi un petit peu en perte de visibilité. Et donc on est dans une phase où la déconstruction continue. Et je trouve que c'est un fait important, majeur, c'est qu'on a un peu vite cru que l'élection d'Emmanuel Macron soldait la crainte du populisme, la crainte de l'éclatement du paysage politique. Non, il y a encore des facteurs très aggravés et très inquiétants du désintérêt, voire de l'hostilité à l'égard de la classe politique et des modes d'action politique traditionnels. Vous êtes d'accord avec ça? Non, Yves Deray? Non, je ne mettrai pas sur le même plan le cas du Rassemblement national avec le cas d'Olivier Faure et de Laurent Wauquiez. Autant l'opération Olivier Faure est faible, pardonnez-moi le mauvais jeu de mots, mais c'est vrai que ce garçon qui est censé être jeune, plutôt fringant, etc., déçoit un peu présent, voilà, il est toujours triste. Enfin, Petit problème de charisme. Problème de charisme, problème d'idées, problème d'autorité, problème de tout. Laurent Wauquiez, il semble avoir beaucoup de difficultés à rassembler sa famille. Il y a une opposition très forte au sein des Républicains, mais vraiment très forte, avec Pécresse, Bertrand, les derniers barons qui sont là, et on sent bien qu'ils, en gros, veulent faire sa peau, donc il a beaucoup de mal à jouer. En revanche, je trouve que l'opération Rassemblement national, comme premier étage de la fusée, n'est pas si mal réussi. Je trouve que Madame Marine Le Pen, au sortir de la présidentielle, de ce fameux débat, était très abîmée. Et finalement, on voit dans les sondages qu'elle reste assez haut et assez solide. Allez, chez nous, 2 fois plus bas que son étiage des années 2014-2016. Mais elle est quand même encore demain, si on faisait un premier tour de présidentielle, je pense qu'à nouveau, elle risquerait d'être au second tour. Je ne vois pas trop... Ça, c'est vrai que ça devient une constante. Ça peut être une constante. Par ailleurs, elle a ouvert quand même, elle a réussi à casser le nom du Front National après avoir écarté son père, après avoir écarté aussi quand même sa nièce d'une manière ou d'une autre, ou s'être débarrassé de la nièce. Moi, je trouve que l'opération quand même Front National et mutation et main tendue avec aujourd'hui des gens d'LR qui ont quand même répondu à ses appels, etc. Je trouve qu'on est encore loin de l'échéance, mais que petit à petit, ça prend forme. Et pour ma part, je pense que ça va pas très vite, mais ça n'a pas besoin d'aller vite pour être solide. Rapidement, Alexia Germont et Bruno Cotresse, parce qu'il y a 2 autres thèmes qui nous attendent. Emmanuel Rivière parle d'un bouleversement du paysage politique. Je pense qu'on pourrait même dire que le paysage politique a été atomisé par Emmanuel Macron. Et ça n'a pas encore fini de se sédimenter. Et il y a une expression que je trouve assez parlante d'Édouard Philippe quand il dit « la poutre bouge toujours ». Et il ne faut pas oublier qu'on va avoir aussi cette ligne de fracture très bientôt avec les élections européennes qui peut aussi faire bouger le paysage politique. Et on parlera de l'Europe dans un instant avec vous d'ailleurs. Très rapidement, moi, 2-3 observations. La première, on observe qu'effectivement, dans l'enquête que nous réalisons CEVIPOF annuellement sur la confiance politique, l'enquête que nous avons publiée au mois de janvier ne montrait pas de redressement fort de la confiance des Français dans la politique. On avait quelques indicateurs qui allaient un peu mieux, mais globalement, le portrait que dresse cette enquête de Français qui sont toujours dans le sentiment que la politique ou les hommes politiques sont peu empathiques vis-à-vis des problèmes des Français, qu'ils sont tournés vers eux-mêmes, vers leur réélection clos dans un monde qui n'est que le leur, etc., domine toujours. Deuxième observation, il y a décomposition, mais forcément recomposition en même temps. Et en toile de fond de tous les mouvements qu'on observe sur les partis politiques, toujours, il y a quand même des lignes très dures qu'on appelle, nous, les clivages politiques. Et les 2 grands clivages politiques qui organisent notre vie publique depuis plusieurs décennies, en fait, la question gauche-droite et la question du rapport à la mondialisation à l'Europe continuent d'être les grandes lignes directrices. Le clivage, le fameux clivage perdant-gagnant de la mondialisation, ne date pas de l'élection présidentielle de 2017, il date du début des années 90. Votre thème, Yves Deray, Coupe du Monde et politique. Le Parisien Week-end, d'ailleurs, en fait sa une cette semaine sur l'épisode du Mondial. Le grand roman des Bleus, c'est le titre. Vous vous êtes notamment demandé si cette victoire des Bleus pouvait profiter à Emmanuel Macron. Avant d'en parler, on va écouter le président le soir où il a reçu l'équipe de France à l'Élysée. Ne changez pas. Cette équipe, elle est belle parce qu'elle a été unie et parce qu'elle a été forte et fière de la France. Pour vous, Yves Deray, ça va lui faire gagner des points? Écoutez, on se souvient en tout cas de Jacques Chirac en 98, pour qui la victoire des Bleus avait
était synonyme de rebond, puisqu'il avait gagné autour de 15% dans les sondages. Là, je ne pense pas qu'il en est de même avec Emmanuel Macron. Je ne crois pas que surtout pas avec l'affaire d'aujourd'hui. Un tel rebond, encore moins avec l'affaire d'aujourd'hui. Mais je pense néanmoins que s'il a autant accompagné le parcours des Bleus, et depuis avant le début de la Coupe du Monde, puisqu'il était allé à Clairefontaine, etc., c'est qu'au fond, il voit dans cette équipe un petit peu le miroir de sa propre action et de son propre parcours. C'est-à-dire que cette équipe symbolise le saut générationnel. On a balayé un petit peu les anciens qui, disons, mettaient un mauvais climat dans le paysage. Il y a une nouvelle génération qui s'est levée, qui a gagné, et qui a gagné en jouant pas très bien, en tout cas en ayant un jeu pas très sympathique à regarder, mais qui néanmoins gagne. Et c'est un peu en gros ce qu'on pourrait reprocher parfois à sa politique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle est un peu dure à supporter pour beaucoup de Français, mais au fond, comme les Bleus, il pense qu'il va gagner. Et donc je pense que dans cette parabole un petit peu footballistique, il a aussi voulu valoriser d'une certaine manière son propre bilan. Alexis Agermont, votre fait marquant de l'actualité concerne l'Europe. 2018 a été l'année des crises et 2019, vous l'avez dit, sera une année charnière. Pourtant, le sujet n'intéresse pas vraiment les Français. Nous avons justement fait un petit micro-trottoir tout à l'heure dans Paris pour savoir si les gens étaient ne serait-ce qu'au courant de ce scrutin des européennes en 2019. Vous êtes au courant qu'il y a des élections européennes dans un an? Oui. Oui, bien sûr. Non, pas du tout. Absolument pas. Absolument pas, non, je ne m'intéresse pas spécialement à la politique, donc c'est vrai que j'étais même pas au courant. L'Europe est une question d'actualité très importante pour la France. Les lois sont déjà votées ou tout est déjà fait, quoi. Mais bon, pas plus que ça. Je ne suis pas vraiment intéressée. Il faut voter parce que ça ne veut pas dire que tout va changer du tout au tout, mais sinon, alors, après, il faut se taire. Si on n'a rien fait, il faut se taire, quoi. Voilà, au micro de Marie Brémaud et de Fabien Ricard. Vous êtes surprise, Alexis Agermont, d'entendre ça? Pas du tout, et tout est dit. Tout est dit parce qu'en fait, on est dans une Europe qui est complètement déconnectée avec les citoyens européens. L'Europe se meurt alors qu'on va rentrer justement dans une année qui va être terriblement européenne. Avec à la fois le Brexit en mars 2019, les élections européennes en mai 2019, et également cette guerre commerciale qui commence à prendre beaucoup d'ampleur entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. Et à chaque passage dans un match des idées, sur les 3 sujets qu'on a, on a toujours un des sujets où il y a une patte européenne, bien entendu. Alors, c'est un sujet d'autant plus intéressant, je trouve que dans un contexte où il y a une montée des populismes, bien sûr, et la prééminence de la question migratoire, eh bien, les défenseurs de l'idée européenne doivent monter au créneau. Donc, c'est vraiment quelque chose qui me paraît d'autant plus intéressant quand on le fait de manière non inféodée à un parti politique. C'est là où la voix de la société civile experte, donc libre, peut être intéressante. En tout cas, c'est la ligne que j'ai choisie en écrivant donc, ce livre « Réveillons notre Europe » qui sort là en octobre prochain. Emmanuel Rivière, il y a un profond désintérêt des Français pour cette Europe? Non. En fait... Et pourtant, les chiffres des Eurobaromètres, notamment en France, c'est cruel. Il y a à peu près un tiers des gens qui savent quand sera l'élection européenne. Il y a la moitié des gens qui savent qu'on élit les députés européens au suffrage universel. Ce qui montre bien, effectivement, le désinvestissement de cette élection. Mais... Il n'y a pas eu beaucoup de pédagogie non plus, pas vraiment de campagne de communication. C'est-à-dire que tant qu'on continuera à traiter les élections européennes sous l'angle exclusif du rapport de force entre des partis politiques qui n'intéressent plus grand monde au niveau national, est-ce qu'on se couchera sans savoir de quoi est composé le Parlement européen et qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, ça risque de continuer à être le cas. Mais la question européenne, en revanche, c'est pas pour rien qu'elle s'est finalement invitée un peu par surprise dans les principaux débats télévisés notamment qui ont marqué l'élection présidentielle, parce que la plupart des sujets qui préoccupent les Français, les sujets de l'emploi mais liés aux thématiques de la délocalisation, les sujets sociaux qui sont liés à la pérennité de notre modèle social, les sujets de migration, les sujets d'environnement, ils sont pour eux des sujets qui constituent notre rapport à l'extérieur, qui sont des sujets supranationaux. Il se trouve que l'Europe, c'est notre interface avec l'extérieur. Mais la lisibilité du rapport entre un bulletin qu'on met dans l'urne et quelque chose qui va se passer dont on peut se dire « Ah, j'ai eu cet effet-là en votant ça », ça par contre, ça manque. Bruno Cotresse, il nous reste peu de temps. Pour avoir cette visibilité, il est urgentissime de ne pas réduire le débat sur l'Europe à la question pro ou contre l'Europe. Il n'y a pas d'un côté
les europhiles et de l'autre côté les eurosceptiques. L'opinion française dominante, c'est qu'on est à la fois français et européen, c'est l'opinion dominante. Donc il est urgentissime de politiser le débat sur l'Europe et donc d'introduire des éléments de conflictualité sur la question de l'Europe. Et donc c'est davantage le débat de demain qui est quel type d'Europe, pourquoi faire, au profit de qui, avec quelles orientations de politique publique, qui est le grand débat, plutôt que de resservir encore une fois le débat sur aimer l'Europe ou être un obscurantiste. Donc ce débat est dépassé. C'est vraiment la leçon que nous devons retirer depuis 2005. Yves Derey, il nous reste quelques secondes. Je crains juste que le désintérêt que les gens semblent manifester pour cette élection fasse qu'on se réveille avec la sacrée gueule de bois au lendemain de l'élection, parce que ceux qui seront mobilisés, comme souvent lors de ces élections-là, c'est les populistes. Et donc on risque d'avoir des scores très hauts du Rassemblement national et de la France insoumise, et que les pro-européens, eux, risquent de ressortir très affaiblis de cette élection. Et nous parlerons beaucoup d'Europe la saison prochaine dans OVPL sur Public Sénat. Merci à tous les quatre d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. On va revenir sur la stratégie globale de la communication d'Emmanuel Macron depuis un an, de la parole rare à l'omniprésence médiatique, sauf peut-être aujourd'hui avec cette affaire Benalla, plus qu'embarrassante, et qui s'abat sur l'Elysée. Fabien Recker. Emmanuel Macron voulait garder de la hauteur, ne s'exprimant pas en dehors des discours officiels et encore moins en présence des journalistes. Le président a cultivé la parole rare. Plus d'interviews le 14 juillet par exemple, mais des apparitions soigneusement choisies et mises en scène, comme avec le journaliste Laurent Delahousse à l'Élysée. Censé élever le symbole présidentiel, la rareté a cédé la place à une communication quasi quotidienne sur les réseaux sociaux. En juin, le président expose ses vues sur les aides sociales avec un vocabulaire qui surprend. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Le soir de la fête de la musique, il transforme l'Élysée en dance floor électro et pose avec un DJ célèbre pour son militantisme LGBT. Quelques jours après avoir recadré un collégien au Mont-Valérien, le jour où tu veux faire la révolution, t'apprends d'abord à avoir un diplôme et à te nourrir toi-même. Il assiste à un concert dans une boîte de nuit de Lagos pour délivrer un message sur l'Afrique. Une omniprésence sur les réseaux, pas exempte de faux pas, qui finit par brouiller la cohérence du message présidentiel. Avec nous pour ce match des idées, Arnaud Benedetti, bonsoir, professeur associé en histoire de la communication à Paris-Sorbonne, et Jackie Isabello, bonsoir, communicant, fondateur de l'agence Coriolink. De la parole rare à l'omniprésence médiatique et aujourd'hui silence radio sur l'affaire Benalla. Est-ce que la communication présidentielle a encore une logique, Arnaud Benedetti? On n'y comprend plus grand-chose. Est-ce qu'il y a de l'improvisation? Oui, il y a certainement une part d'improvisation dans la séquence que nous sommes actuellement en train de traverser. Mais vous savez, la communication d'Emmanuel Macron, depuis le début, elle a toujours beaucoup évolué. Il a affiché un principe de rareté dans sa parole au tout début, qu'il n'a pas fondamentalement respecté. Rappelez-vous, pas du tout. Finalement, depuis l'automne 2017, il ne cesse de communiquer et de sursaturer l'espace médiatique avec des formats très différents qui peuvent être le recours aux réseaux sociaux, qui peuvent être des interviews à la presse audiovisuelle, enfin avec différentes façons de s'exprimer et de se mettre en scène vis-à-vis du public. Mais là, dans la séquence que nous traversons, ce qui est le plus surprenant finalement, et moi c'est ce qui me surprend le plus, c'est que jusqu'à présent, la team Macron en termes de communication, sur ces séances, sur ces moments de risque que constituait un certain nombre de menaces pour l'image d'Emmanuel Macron, avait toujours réagi très vite, avec une forme de transparence, avec des éléments de langage extrêmement bien rodés. Et là, on a un temps de retard à l'allumage qui fait que le président de la République, comme le gouvernement, sont en train de courir après les événements. Et on sait qu'en matière de communication de crise, ce que je dis là n'est pas du tout original, mais c'est une réalité très pragmatique. C'est un vrai problème parce que, tout simplement, ils ne maîtrisent plus la situation. Oui, c'est vrai. Quand on forme les gens à la communication de crise dans les entreprises et les organisations, on leur explique qu'il faut être proactif et non pas réactif. Et jusque-là, Emmanuel Macron avait plutôt brillé par sa réactivité et puis son sens du timing, de ce qu'on appelle de manière un peu grossière la cinématique de gestion des événements. Et si ce qui nous est rapporté est vrai, c'est-à-dire cet acte gravissime qui s'est déroulé le 1er mai, on ne l'apprend qu'aujourd'hui, le président de la République nous révèle le feuilleton de l'été. Parce que les médias vont feuilletonner autour de chacune des informations
qui constituent ce dossier. Et si on les médias prend vont fouiller dans le passé les de uns Benalla. après les autres, il y en a des kilos. Moi qui suis très proche de l'univers militaire, cet homme-là est un réserviste de la gendarmerie et portait un casque de CRS de la police nationale. Ne serait-ce que ça, vous allez voir comment les institutions vont se réveiller. Un syndicat et de vont police annonce une demander plainte pour usurpation de fonction. Exactement. Et au-delà du fait qu'on en parlait avec Arnaud tout à l'heure, le moindre chef d'entreprise qui a des chauffeurs qui se baladent dans Paris et qui, parfois, agacés par les klaxons des gens, osent lever la main sur quelqu'un, c'est immédiatement licencié pour faute lourde dans la hiérarchie des fautes. Et là, on nous expliquerait que d'avoir tabassé quelqu'un, ça serait juste 15 jours de mise à pied. Essayez, vous, Rebecca, de mettre une gifle à quelqu'un, vous verrez comment vous allez être traité. Donc, tous les paramètres de cette affaire sont assez gravissimes et vos invités précédents ont expliqué que Emmanuel Macron commençait à être ancré quelque part, président des riches, mais on commence à le sceller à un endroit. Et ça, c'est pas très bon. Avec cette affaire-là, c'est pas président des riches, mais c'est un peu dictateur des riches qu'on risque d'avoir si il ne gère pas les symboles de l'hyperviolence qui sont derrière ces images et dont son proche collaborateur est un symbole absolument scandaleux. Mais on s'interroge, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Comment aurait-il pu faire? Est-ce que prendre la parole, ce n'est pas aussi donner plus d'importance à l'affaire et continuer de l'alimenter? Il aurait fallu réagir beaucoup plus vite, manifestement. C'est vrai qu'entre la révélation de la vidéo par Le Monde hier soir ou hier en fin d'après-midi et la prise de parole, la première prise de parole officielle, assez inédite d'ailleurs au demeurant, du porte-parole de l'Élysée, Bruno Roger-Petit, il se passe toute une soirée, toute une nuit où les réseaux sociaux vont bruisser et où surtout les opposants politiques vont commencer à s'exprimer. Je crois qu'il faut aussi regarder la façon dont la France insoumise a communiqué dans cette séquence. On voit très bien que autant la communication d'Emmanuel Macron est en train de tâtonner et de chercher ses marques pour répondre à la pression médiatique, autant la communication de Jean-Luc Mélenchon a été particulièrement bien réglée depuis le début de cette affaire. On a eu un certain nombre de porte-parole de la France insoumise qui se sont exprimés via les réseaux sociaux, via les médias dans la soirée d'hier soir. Et puis Jean-Luc Mélenchon qui a porté l'estocade ce matin ou cet après-midi. Donc il y a quelque part une vraie difficulté pour Emmanuel Macron. Et l'autre difficulté pour Emmanuel Macron, c'est qu'il ne faut jamais oublier la façon dont il a été élu. Il a été élu sur la volonté de transformer les méthodes et les vieilles pratiques politiques. Et donc le fond de marque de Macron, c'est-à-dire cette France nouvelle ou ce nouveau monde, il est particulièrement entaché par cet épisode qui rappelle quand même des épisodes que nous avons connus dans la République des années 50, des années 60, des années 70, des épisodes qui peuvent évoquer parfois les polices parallèles. Et là, en effet, je pense qu'il y a un vrai problème. Et puis, regardez, Rebecca, on a une photo du président de la République avec ce personnage. C'est tout ce qu'on redoute. Votre question était très pertinente parce que dans ces sujets-là, on travaille tout le temps en disant ce qu'on appelle l'étape de la gestion de l'alerte. Il faut toujours se dire, bon alors est-ce qu'on déclenche et on part trop tôt ou est-ce qu'on oublie et on démarre trop tard? Et donc qu'est-ce qui a dû se passer? La France insoumise qui a tourné cette vidéo a dû garder au chaud parce qu'en termes de communication, ce ne sont pas les plus mauvais et ils se sont dit la séquence grève SNCF et l'actualité, la Coupe du Monde n'est pas propice à ça. Et maintenant, tout s'est aplani. Et donc, le timing est idéal pour contraindre le président de la République à prendre la parole sur ça. Sauf que, s'ils n'ont pas eux-mêmes tranché cette affaire, eh bien, les Français vont se dire, mais ils ont 5 mois. Ils ont 3 mois de retard. Donc, tous les paramètres de cette affaire vont en faire le feuilleton de l'été. Surtout qu'il y en a d'autres, des vidéos. Nous avons ressorti celle de Public Sénat, puisque l'un de nos journalistes a été aussi chahuté. Et regardez ces images. C'était en mars 2017, lors d'un meeting d'Emmanuel Macron à Caen. C'était pendant la campagne présidentielle. On avait reproché à notre journaliste de s'être trop approché du candidat Macron. Lors d'un tournage pour l'émission Déshabillant-les, revoyez le résultat. Cet homme, ce fameux Alexandre Benalla, qui a ceinturé notre journaliste et l'a sortie Manu Militari, c'était déjà un signal d'alerte. Il y aurait déjà dû avoir quelque chose. C'est d'autant plus un signal d'alerte, c'est que, en plus, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les policiers, quand ils agissent de la sorte, sont très durement sanctionnés
par leur hiérarchie. Donc, si vous voulez, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire d'une république à deux vitesses, entre d'un côté des pratiques qui sont totalement pathologiques, parce que c'est quand même la première fois que je vois, pour ce qui me concerne, un membre d'un cabinet ministériel faire la police, il n'y a pas d'autre expression, et des policiers qui, eux, quand même, sont soumis, malgré tout, à un certain nombre de règles qu'ils doivent respecter. Je rappelle que dans la fonction publique, la police et les fonctionnaires de police sont certainement ceux qui sont parmi les plus sanctionnés. 80% des sanctions dans la fonction publique touchent en règle générale la police. Donc il y a aussi ce malaise qui est en train de s'installer vis-à-vis de la police. Messieurs, je vous avais demandé de choisir des thèmes que vous avez jugés marquants cette année, puisque c'est la dernière de la saison, dispositif un petit peu exceptionnel. Jackie Isabello, c'était la com présidentielle, justement, on vient de le voir. Arnaud Benedetti, vous avez choisi de revenir sur la figure du héros qu'a représenté Arnaud Beltrame cette année, officier de gendarmerie tué lors de l'attentat de Trèbes. Et il avait pris la place d'une femme prise en otage dans le Super U. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Parce qu'on vit dans une société de l'immédiat où finalement les événements sont très rapidement cannibalisés. Et ça fait quelques mois que ce drame héroïque s'est déroulé. Je pense qu'il est bon de temps à autre de rappeler ce qui a été quand même un acte qui nous interroge, parce que finalement, qu'est-ce qu'a fait Arnaud Beltrame ? Il est allé jusqu'au bout de sa mission. Il s'est sacrifié pour une certaine idée de l'altérité. Et c'est quelque chose qui nous interroge au-delà de la dimension héroïque, dans une société où finalement on se pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le sens de l'existence, qu'est-ce que c'est que le sens de sa mission, dans une société qui parfois peut paraître un peu artificielle. Arnaud Beltrame vient nous rappeler des choses qui nous paraissent essentielles. Et c'est ce qui, vraisemblablement, a, sur le moment, suscité l'émotion collective que cet événement a suscité il y a quelques mois. Jackie Isabello, vous aviez envie de nous parler de la folle communication de Donald Trump. Ça aussi, ça a marqué l'année. Oui, et alors juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'a dit Arnaud, souligner la prise de position de sa maman, la prise de position de Madame Beltrame, qui nous a donné une leçon et qui nous a montré que l'éducation des jeunes, puisque c'est son fils, était très importante. Et pour elle, elle avait élevé ce garçon et elle n'était pas surprise. Et elle trouvait ça absolument normal, même si en tant que mère, qu'il ait fait ce sacrifice. Elle avait connu le pire des outrages. Alors oui, cette communication de Trump, c'est vrai que on est passé en quelques années de quelqu'un qui peut vous démontrer ses talents de catcheur à un prochain héros des bouquins de Gordon Thomas, qui est le grand spécialiste des services de renseignement dans le monde, parce que vous avez vu que des politologues extrêmement respectés aujourd'hui sont en train d'expliquer que peut-être Donald Trump aurait été recruté par les services secrets russes. Et ce président... Comment on explique ce genre de choses ? Ils sont tellement perdus qu'ils en viennent à envisager des choses rocambolesques ? Non, parce que vous avez vu que Donald Trump, même si nous, on ne le supporte pas en Europe, politiquement, jusque-là, l'ensemble de ses positions n'ont fait que conforter son électorat. Qu'on aime ou pas son électorat, c'est celui qui l'a porté au pouvoir. Et toutes ces positions ont conforté cet électorat. La seule attitude qui n'a absolument pas été suivie par son électorat et les médias qui informe son électorat, c'est cette espèce d'attitude vis-à-vis de Donald Trump. Et les Américains sont capables d'être pudibonds, sont capables d'être outranciers, sont capables d'être protectionnistes, mais si jamais vous touchez avec le patriotisme et que vous donnez l'impression de pouvoir trahir cette grande idée de la nation américaine, alors là, pour le coup, on ne joue pas dans la même cour. Donc cette communication, elle est incroyable. Et en 1 an et demi de pouvoir, il en est là. Il y a encore 2 ans et demi avec une phase électorale de mi-terme qui va y arriver. Même dans les romans les plus abracadabrantesques, on ne pourrait pas envisager un tel scénario, et je voulais le préciser. Et c'est la fin de ce match des idées. Merci, le dernier de la saison. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir été fidèles tout au long de l'année. J'espère qu'on vous retrouvera évidemment l'année prochaine, la saison prochaine sur Public Sénat. Dans un instant, c'est l'entretien du jour. Nous recevons Cédric Gras. Il est considéré comme l'un des écrivains voyageurs les plus brillants de sa génération. Il publie ce livre, Saison de voyage, et avec lui, nous allons essayer de voir ce que signifie voyager au XXIe siècle dans nos sociétés modernes, suréquipées. Le dépaysement est-il encore possible ? Il a une petite idée, il nous dit ça juste après cette courte pause.
La littérature, quand on vient d'un milieu ultra modeste comme le mien, on y est confronté par l'école. Et comme j'ai pas fait de longues études, puisque j'ai arrêté l'école en seconde, j'ai une culture de bazar. On attrape tout et n'importe quoi. Et puis petit à petit, ça s'affine. Mais c'est vrai que l'éducation sentimentale, c'était quelque chose qui m'a vraiment beaucoup touché au début. Puis un jour, je suis tombé sur Camus et l'étranger de manière très étrange. Et je l'ai lu d'une traite, assis au milieu du bordel que pouvait avoir une famille de Tunisiens qui vivent dans 35 mètres carrés à 4. Voilà. Livrez-vous avec Dominique Farrugia et Marc Lambron, demain à 22h sur Public Sénat. L'info dans le rétro, c'est un regard sur l'actualité à travers l'histoire. En pratique, si on regarde l'histoire longue, un certain nombre de réformes ont été mises en échec par la rue. Donc on ne peut pas contester que la rue joue un rôle. Chaque semaine, l'historien Fabrice Dalméda décrypte et analyse des faits d'actualité à travers des images d'archives de l'INA. Un gouvernement ne peut que distribuer les fruits de la croissance, c'est toujours le problème qui se pose encore aujourd'hui. Une autre façon de comprendre l'actualité. L'info dans le rétro, demain à 23h sur Public Sénat. De retour dans On va plus loin pour l'entretien du jour. Et ce soir, nous recevons Cédric Gras. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes donc ce qu'on appelle un écrivain voyageur. Vous êtes géographe de formation et vous publiez Saison de voyage. J'ai lu dans pas mal de papiers que vous étiez plutôt un voyageur mélancolique, voire nostalgique, que le voyage c'était mieux avant peut-être. Pourquoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Je préfère le terme de mélancolique parce que d'abord ça correspond à mon caractère et la nostalgie d'un monde que je n'aurais pas connu, ça ne m'intéresse pas. C'est parce que la presse a besoin évidemment de me mettre un peu dans une case, dans les machines nostalgiques, mais mon interrogation est un peu plus profonde et j'espère un petit peu plus fournie. C'est-à-dire que oui, moi j'ai eu mon passeport en 2000, j'ai eu 18 ans en 2000 et j'ai voyagé non pas dans le XXe siècle, mais dans le XXIe siècle. Malgré tout, le XXe siècle a été absolument chamboulé et donc on arrive sur un autre territoire du voyage, avec sa géopolitique, avec son tourisme, qui pour avoir commencé à la fin du XXe siècle n'en a pas pour moi explosé au début du XXIe siècle. C'est considérable. Quand on se lance, nous, à 18 ans, avec mes amis, au début du XXIe siècle dans le voyage, on arrive avec des millions d'autres et qui auraient bien tort de s'en priver. Donc, évidemment, qu'on ne peut pas se poser la question du voyage aujourd'hui comme se l'a posé ceux qu'on a lus, ceux qui racontent leurs épopées dans les années 30, dans les années 70, 80 et jusque dans les années 90, parce que nous, on voyage dans un autre monde. Qu'est-ce qui a été bouleversé ces toutes dernières années? Expliquez-nous. Alors, c'est cette question du GPS, du fait qu'on ne va plus à la rencontre des habitants parce qu'on n'a plus besoin d'eux pour s'orienter, se guider. Alors, les nouvelles technologies, ça c'est sûr. Nous, on voyageait encore avec les vieux guides en papier. On arrivait à des adresses qui étaient périmées. Il fallait demander où ça avait déménagé, etc. Aujourd'hui, et ça avait son charme. Ça créait du contact. Et ça créait ce qu'on pourrait appeler des micro-péripéties qui font partie vraiment du voyage. Ces petites rencontres, ces petits instants qui aujourd'hui sont totalement gommés effectivement par la facilité d'accès, de réservation et qui lissent totalement effectivement le voyage. Alors même, et c'est un paradoxe, qu'on vient en général chercher un petit peu d'aventure, même si c'est sous contrôle. Il y a ça, il y a l'explosion du tourisme dont on vient de parler. Il y a peut-être aussi énormément de facilité de transport, mais aussi de facilité administrative, l'ouverture de tous ces pays qui a imposé des visas et qui donc forcément raréfiait aussi le nombre de visiteurs chez eux. Enfin, c'est tout un ensemble de choses. Et puis, sans doute, la fin de l'exploration et même de l'exploration du détail. Il n'y a plus de terre vierge. C'est-à-dire il n'y a plus de terre vierge et non seulement elles ne sont plus vierges, mais en plus on en a une connaissance parfaite et qui est facilitée en plus par le GPS. La région du monde que vous préférez, c'est l'Eurasie, hein, c'est ça? Et en particulier la Russie où vous avez vécu. Oui, la Russie. Alors moi j'aime beaucoup parler du... J'emploie beaucoup le terme d'Eurasie parce qu'on parlait jusque-là d'ex-URSS. C'était parti dans les années 90. Aujourd'hui, tous ces pays en stand que personne ne veut pouvoir positionner sur une carte, eh bien, ils se développent, ils sont souverains. Et que vous aimez beaucoup, justement. Et je les aime beaucoup et ça fait plus de 20 ans maintenant que l'URSS est tombée. Donc forcément, ils se différencient de l'image qu'on avait d'eux à la chute du mur. Donc l'Eurasie me semble un terme beaucoup plus pertinent. Et je considère que l'Eurasie, c'est un petit peu le territoire du voyage de ma génération. Parce que justement, il était fermé. Le bloc soviétique ne permettait pas
aux voyageurs de traverser toutes ces régions. C'était fermé, alors qu'il y avait cette route des Indes vers Katmandou qui, elle, passait par la Yougoslavie, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, qui, elle, s'est un petit peu fermée, évidemment, à cause des événements géopolitiques de ces dernières décennies. Et au contraire, c'est ouverte, cette route d'Asie centrale qui va jusqu'à Chine. La Chine aussi s'est ouverte. Ce n'était pas un pays dans lequel on pouvait voyager vraiment facilement à la fin du XXe siècle. Donc ça, je considère que l'Eurasie, c'est un petit peu la terre d'aventure de ma génération. Et vous aviez été missionné par le Quai d'Orsay pour ouvrir l'Alliance française à Vladivostok, puis à Donetsk, puis à Kharkov. Et à un moment donné, il a fallu choisir entre être fonctionnaire et être vraiment écrivain voyageur. J'ai jamais été fonctionnaire. Non. J'étais contractuel. Ouais. C'est une liberté. Mais vous avez choisi. Vous avez fini par choisir j'ai jamais passé écrivain aucun voyageur. concours. Je n'ai jamais tenté aucun concours. J'ai effectivement, dans un délai contractualisé, travaillé pour le ministère des Affaires étrangères, surtout dans le réseau culturel. Et aujourd'hui, je me consacre à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la littérature, avant d'ailleurs le voyage. Je fais aussi un petit peu de roman. La littérature, pour moi, est au-dessus de tout. Il se trouve que j'écris beaucoup sur les contrées que je traverse, mais ça pourrait devenir un voyage immobile. La littérature est ce qui m'importe le plus. Et vous dites d'ailleurs qu'apprendre la langue d'un pays fait partie du voyage. Alors, je crois que la langue, oui, ça fait partie du voyage, et c'est aussi un des moyens aujourd'hui où, je me répète, mais le monde est quand même très, très, très connu et visité. C'est un des moyens d'approfondir. Et plutôt qu'une frénésie spatiale qui ferait enfiler les pays comme une perle, moi je conseille aux jeunes gens qui veulent prendre la route, parce que c'est normal, après ses études, que ce soit une césure ou avant l'entrée dans le monde professionnel, d'aller voir le monde. C'est un peu un rite initiatique, c'est un code, un rite de passage qui n'est écrit nulle part, mais intuitif lorsqu'on est jeune. Eh bien, je leur conseille effectivement pas forcément d'aller faire un tour du monde qui serait assez superficiel, mais d'approfondir. Par le biais même un pays, deux pays. Alors ça peut être une expatriation professionnelle immédiatement, ça peut être s'engager dans l'humanitaire, ça peut être dans l'écologie évidemment, mais d'approfondir dans un lieu, alors par le biais de la langue, de s'intégrer dans une société, de mieux la comprendre de l'intérieur, d'approfondir des relations, des rencontres qui ne seraient pas celles de 10 minutes autour d'un thé sur le bord de la route. Ça a beaucoup de charme évidemment, mais ça reste très naïf et très superficiel. Alors ça, je crois que s'installer pour mieux comprendre un point de vue et voir le monde d'un autre endroit de la carte, ça c'est une des choses c'est ça le vrai voyage, je crois, au XXIe. Mais ça comporte des risques quand même, vous l'avez éprouvé à vos dépens. Vous avez été interpellé en Chine pour espionnage, c'est ça? Et puis vous avez fait une très grave chute au Pakistan. Tibet. Alors, oui, ça c'est encore autre chose. C'était une expédition d'alpinisme. Effectivement, j'ai eu la jambe brisée en 3 morceaux. Vers je ne sais plus combien. Enfin, on était sur un sommet de 6000 mètres. Ça fait partie effectivement des aventures que moi j'ai eu envie de vivre. C'est un peu plus poussé. Je parlais tout à l'heure de cette idée de rite initiatique. C'est vrai que quand on a 20 ans, le voyage, ça peut être aussi le moment de voir ce qu'on vaut, entre guillemets, peut-être encore plus quand on est un garçon, oui, aller tester ses limites. Moi, c'était l'alpinisme et j'avais envie de faire des choses qu'on ne fera pas évidemment plus tard. Vous le tenez d'où? De vos parents, ce goût du voyage? C'est parce qu'ils vous emmenaient crapahuter en Europe? Le goût de la montagne, je le tiens de mes parents, effectivement. Le voyage, peut-être un peu. C'est vrai qu'on visitait beaucoup l'Europe, mais j'étais jamais sorti d'Europe avec mes parents. J'ai 3 frères, par ailleurs, qui voyagent de temps en temps, mais enfin, comme tout le monde, qui n'ont pas pris la route autant que moi. Donc, je ne sais pas, il y a quelque chose d'inné, je pense, dans cette espèce d'appel du large. En tout cas, tous les voyageurs que moi je rencontre sur les routes du monde, ils n'ont pas forcément des raisons très traçables. Il n'y a jamais de désillusion dans vos voyages? Jamais. Vous avez toujours le même émerveillement? Non, mais justement, c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est parce que on doit pouvoir discuter du voyage et on doit pouvoir parfois revenir d'un voyage et en faire une narration qui n'est peut-être pas celle qu'attend celui qui va vous écouter, parce qu'on a cette idée que le voyage c'est forcément fantastique. Non, il y a beaucoup de choses très décevantes et ça fait partie du voyage, et c'est aussi pour cela que voyager c'est pas forcément mieux que de rester chez soi. Tout dépend de ce qu'on en fait, tout dépend aussi de par quoi on est animé dans la vie, et il faut de tout pour faire un monde, et prendre la route n'est pas forcément d'ailleurs une obligation pour tout le monde. Il y a une espèce de diktat parfois aujourd'hui. Il faut voyager, les gens le mettent sur un CV, etc. Non, c'est pas forcément fait pour tout le monde. Et puis c'est synonyme de grande solitude aussi parfois le voyage. Et c'est synonyme de solitude. On peut aimer ça, et j'aime ça. Et parfois, évidemment, la solitude, c'est comme tout. Il n'y a rien d'idéal. Parfois, la solitude, ça vous procure des moments de grande euphorie, parce que la liberté, je pense, ne peut être que conçue comme une liberté où on est seul. Et en revanche, effectivement, des choses proches de la mélancolie dont on parlait, une espèce de grand vide, parce que cette solitude qui peut bien sûr avoir lieu dans une grande ville, enfin où je sois, elle est décuplée par la distance qui vous sépare de toutes les choses qui d'un coup vous apparaissent comme votre environnement, votre patrie. Et là, je ne parle pas de nation, mais sentimentale. Voilà.
Merci beaucoup Cédric Gras de nous avoir parlé de ce livre et de vos voyages. Je rappelle le titre de cet ouvrage, Saison de voyage. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation pour la dernière de la saison. Je le rappelle. C'est celle des vacances. Exactement. Et c'est pour ça que nous avons parlé voyage. J'espère que vous avez donné envie à nos téléspectateurs de peut-être voyager, même si c'est seulement dans leur tête. Et pas forcément en faisant un déplacement. Merci encore. C'est donc la fin de cette émission. Je vous retrouve avec un immense plaisir à la rentrée de septembre pour de nouveaux numéros d'On va plus loin et peut-être quelques nouveautés sur Public Sénat. L'invité de Territoire d'Info demain, c'est Nicolas Bay, député européen, secrétaire général du Rassemblement national, ex-FN. Je vous souhaite un très bel été, une très belle soirée et restez au cœur du débat.